Bonjour et bienvenue sur Web TV Pro. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les principales différences entre le streaming et la télévision. Côté production, évidemment. Donc tout de suite, rentrons dans le vif du sujet. Pour moi, la télévision et le streaming, globalement, à peu de choses près, c'est la même chose. Mais il y a quand même quelques détails qui vont vous sauter aux yeux. Alors, premièrement, pour le streaming, le matériel il est beaucoup plus raisonnable, plus facile ou plus accessible pour les uns et les autres. À savoir, on peut utiliser des petites caméras. Ici, c'est une petite webcam. On peut utiliser des appareils photo, des DSLR ou des caméscopes. Bref, matériel accessible au grand public. Ou si vous voulez aller un peu plus loin, matériel un peu plus cher, mais bon, globalement, c'est ça. Ensuite, il y a les mélangeurs. Les mélangeurs, ça peut être un applicatif comme vMix ou OBS. Ça peut être un mélangeur physique comme le ATEM Mini ou le Roland. Il y a différentes marques qui permettent de faire du streaming pas cher. Et puis le Playout. Le Playout, qu'est-ce que c'est ? Le Playout, en fait, c'est comment on va diffuser 24 heures sur 24 des images, enfin de la vidéo, sur sa chaîne. Donc, globalement, évidemment, le Playout, c'est pour nous, streamers, ça va être YouTube. Ça va être YouTube Live, si on veut faire vraiment du 24-24. Et puis du Twitch, enfin bref, tout ce qui est diffusion ou en direct ou en différé. Pour une télévision traditionnelle, c'est un petit peu différent. C'est les caméras broadcast. Ce qu'on appelle broadcast sont des caméras qui coûtent bonbon, qui sont qualitativement, franchement, très différentes. Ils disposent vraiment d'une image de qualité. Donc, pas facilement accessible au grand public. Ensuite, il y a les mélangeurs, bien sûr. Voilà, c'est des grosses tables avec un petit peu comme vous voyez là sur l'image. Ça sont des grosses tables de mixage qui permettent en fait de programmer d'une façon simple, enfin relativement simple, tout l'environnement de la télévision. Et puis les playouts, en fait, ce sont des systèmes qui vont diffuser d'une façon automatisée tout ce que la chaîne a programmé. Ça peut être une émission, ça peut être les écrans de pub, ça peut être les journaux télévisés. Enfin bref, c'est toute une programmation qui est diffusée en 24 heures sur 24 d'une façon automatisée souvent par logiciel, soit des serveurs internes, soit encore des serveurs dans le cloud qui permettent cette diffusion. Pour comparer, ce qui est comparable, dans le streaming, le budget, ça peut être minime, avec 100 ou 200 euros, on peut y arriver. Ou avec des budgets un petit peu plus costauds, mais bon, qui sont encore très minimalistes, entre 1000 et 2000 euros si on prend un DSLR, si on prend un éclairage basique, des microphones de base, et puis un mélangeur logiciel. Et puis, si on veut rentrer dans une situation un petit peu plus professionnelle, ça va être des caméras multiples, ça va être un vrai mélangeur, et puis vous rentrez dans un éclairage évidemment beaucoup plus important. Là, vous tombez sur des budgets qui vont entre 5, 10 et 20 000 euros à peu près. En télévision, c'est un petit peu différent. On n'est pas dans la même échelle. L'équipement de base, même pour un studio modeste, c'est entre 100 et 500 000 euros. Et puis, si on monte un petit peu plus sur une chaîne régionale, c'est studio professionnel avec beaucoup de caméras, mais c'est aussi des équipes techniques, c'est des équipes de reportage, etc. On tombe sur des budgets entre 1 million à 5 millions d'euros. Plus ou moins. Et puis les grandes chaînes nationales, c'est studios multiples. Il suffit de regarder les grandes chaînes nationales comme TF1, France 2, etc. Bon, ça sont beaucoup de studios, beaucoup d'équipes, beaucoup de caméras.
Et puis, on tombe sur des budgets qui sont assez importants, qui vont au-delà de 10 millions d'euros facilement. Avec la démocratisation de la diffusion, au début, c'était la télévision linéaire, la télévision à papa, avec des budgets d'entrée qui sont quand même, comme vous pouvez le voir, assez importants, mais aussi une réglementation qui va avec. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas diffuser sur une chaîne nationale ce qui est diffusé à l'antenne, tout et n'importe quoi. Et puis arrive Internet, et puis les premières plateformes de diffusion. Bon, souvenez-vous au début de YouTube ou de Dailymotion, pour ne citer que, tout le monde pouvait créer, et peut toujours créer. Et puis, même avec des petits budgets, on voit bien qu'on peut mettre en ligne des vidéos qui font concurrence facilement à des audiences qu'on peut voir à la télévision. Et puis avec l'ère du streaming, c'est l'ère dans laquelle on est depuis 2015, entre 2015 et 2020, chacun peut créer sa chaîne. Les barres d'entrée, les barrières d'entrée, elles sont très amoindries, hein, comme vous l'avez pu voir dans les budgets sur une chaîne de streaming. On tourne entre 10 et 50 000 euros pour une chaîne qui livre déjà un contenu massif. Hein. Le rôle des box Internet, les rôles des box Internet, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au début, c'était de l'ADSL, et après, c'était évidemment la fibre optique, donc dans laquelle on peut recevoir aussi bien des chaînes classiques, ceux de la TNT ou les chaînes RCN, mais aussi d'autres chaînes, des chaînes locales, des chaînes régionales, pourquoi pas, ou des chaînes thématiques, hein, qui sont diffusées sur les box Internet. Moi, j'ai travaillé sur une chaîne régionale du côté de La Rochelle, ils diffusaient sur les box. Pour eux, il était plus important de diffuser sur les box que de diffuser sur la chaîne en ligne. Donc ça a permis, avec les box, ça a permis de rendre d'autres chaînes accessibles, et puis au fur et à mesure, on peut créer sa propre chaîne. Il n'y a pas de vraie limitation par rapport à une chaîne professionnelle comme les chaînes nationales. C'est surtout une question de budget et une question de moyens. Mais il reste aussi des défis techniques, évidemment. C'est toute une structure à mettre en place. Hein. La structure que j'avais à La Rochelle était beaucoup plus importante, tant au niveau technique qu'au niveau moyens humains. Mais c'était aussi surtout des questions légales, c'est-à-dire, en fait, la chaîne, elle avait adhéré à l'ARCOM, ce qui implique, pour pouvoir bénéficier de subventions et d'aide de l'État, elle devait rentrer dans un cahier de charge de l'ARCOM. Donc là encore, c'est quelque chose qui n'est pas forcément donné à tout le monde. Les avantages du streaming, c'est une grande flexibilité, c'est un visionnage à la demande, c'est un visionnage... j'ai mon chat qui arrive. C'est vraiment à la demande, suivant le cas. Allez, hop, tu dégages. Merde. Plus. Allez. Les avantages du streaming, c'est la flexibilité, c'est-à-dire le visionnage à la demande, sur n'importe quel appareil, que ce soit sur ordinateur, sur téléviseur, ou sur téléphone. Hein, le spectateur, il fait ce qu'il veut, il regarde là où il veut, quand il a envie. C'est aussi une personnalisation, c'est-à-dire qu'en fait, on peut adapter le contenu réellement beaucoup plus facilement en streaming qu'on peut le faire en télévision. Faire bouger 50 personnes sur une émission, c'est déjà assez important. Quand on veut faire des changements, ça ne se fait pas aussi facilement. Tandis que sur une chaîne de streaming avec 4-5 personnes, on peut très facilement modifier ce contenu.
Et après, il y a l'interactivité. L'interactivité en télévision, c'est beaucoup plus difficile. On passe par des SMS ou des appels surtaxés ou d'autres avantages. Mais bon, on a du mal à, comment dire, à générer une interactivité. Sur le streaming, ça, comme on veut. Et puis la diversité, évidemment, c'est là où le streaming a un grand avantage. Ben, vous pouvez regarder ce que vous voulez, quand vous voulez. Et puis, tous les sujets sont bons. Les avantages de la télévision traditionnelle, c'est clairement une production de haute qualité. Hein. C'est le direct grande échelle. On l'a vu avec les Jeux Olympiques. C'est quelque chose qu'une boîte de streaming ne peut, enfin une chaîne de streaming ne peut pas organiser. Les coûts sont faramineux. Après, au niveau régulation, comment dire, c'est un cahier de charge qui a été accepté, qui a été mis en place par l'Arcom. Et l'Arcom, elle vous autorise pas à faire tout n'importe quoi. L'autre avantage sur le direct dans la télévision, c'est une audience très très large sur les événements directs. Et donc, quelque part, un sentiment, comment dire, partagé par énormément de monde. Les Jeux Olympiques, pensez au nageur Léon Marchand. Bon, ça a été une communion large qui est partagée avec beaucoup de monde. Avec la presse, etc. La régulation, évidemment, elle fige un petit peu les possibilités, mais elle offre une protection aux spectateurs, aux mineurs. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant. Et puis, une fiabilité de la télévision, bon, qui est sans mesure. Voilà, je vais un peu trop vite. Les évolutions des habitudes de visionnage, bon, évidemment, le passé, c'était la télévision linéaire, c'est-à-dire un programme figé. On savait d'avance ce qui allait se présenter à telle ou telle heure. Alors, et puis, le présent, ça va être la transition entre le linéaire, parce que le linéaire et le linéaire persiste, et existe aussi sur Internet, évidemment. Je l'ai vu dans cette chaîne régionale, hein, qui persistait à développer du linéaire, pour une raison qui était aussi assez intéressante. Hein. Mais bon, il faut faire coexister entre la partie linéaire et la demande, le visionnage de la demande. Et puis le futur, c'est la personnalisation complète de la télévision. On regarde ce qu'on veut et le programme est adapté à la personne, au spectateur. L'impact sur la production de contenu, c'est la diversité des formats, que ce soit dans le streaming ou à la télévision. Aujourd'hui, si on ne diversifie pas les formats de production, on est mort. La production s'accélère avec le mode de streaming ou avec toutes les productions qui se font en mode agile, de streaming. Et donc, on peut réagir beaucoup plus rapidement sur la demande du marché. Et puis, on a des données sur le visionnage qui sont beaucoup plus précis qu'on peut l'avoir en télévision traditionnelle, où où le détail n'est pas aussi accessible. Et puis pour la polyvalence des créateurs, aujourd'hui, tous ces métiers ont tendance à converger, ce qui est particulièrement pertinent. Aussi bien dans la partie technique que dans la partie créative. Les défis techniques pour le streaming, c'est la bande passante, c'est la latence qui existe entre le moment où on enregistre, le moment où on est devant les caméras et le moment où la personne peut visionner quelque chose. Il y a quand même un certain délai, hein, qui est généralement 10-30 secondes, qui peut être réduit, mais bon, qui
qui est quand même limitée, on va dire. Et puis, c'est la compatibilité avec toutes les interfaces, c'est-à-dire tous les systèmes qui vont regarder, aussi bien dans la partie production que dans la partie visionnage. Entre ceux qui regardent au mobile, ceux qui regardent sur l'ordinateur, ou encore ceux qui regardent en voyage. Vous pouvez aujourd'hui regarder un film dans le TGV sans trop de problème. Un autre défi, c'est évidemment la sécurité. On est beaucoup plus facilement piratable sur une plateforme de streaming que sur une plateforme de télévision classique. Enfin, les droits d'auteur, je pense que là, il y a aussi quelque chose à homogénéiser, à savoir entre la protection des droits d'auteur ici en France, et puis dès qu'on dépasse la France, on rentre sur une plateforme YouTube. Alors là, on est sur des multiples réglementations et systèmes de protection des auteurs qui rendent des choses vraiment compliquées. Les défis économiques de la télévision, c'est une concurrence accrue, donc une fragmentation de l'audience et la difficulté de maintenir les parts de marché stables. C'est le modèle publicitaire avec une baisse de revenus qui va avec. Et puis des coûts de production qui sont quand même très élevés dû au fait des budgets colossaux qu'on a à mettre en place. L'adaptation pour la télévision à rester compétitif implique aussi toujours l'investissement dans les nouvelles technologies. Donc c'est une transition relativement coûteuse. La réglementation, pour le contenu, c'est strictement réglementé. On signe un contrat avec l'Arcom, donc c'est vraiment précis. Alors que dans le streaming, c'est beaucoup plus évolutif. La publicité, il y a aussi des limites strictes, ce qui est beaucoup plus flexible sur une plateforme de streaming. La protection des mineurs, ce sont des systèmes établis aujourd'hui dans la télévision classique, alors que c'est encore en développement, c'est pas encore bien figé sur le streaming. Et le droit d'auteur, alors là, il y a un cadre très très clair en télévision, alors que en streaming, ça reste. Ils existent, attention. Alors l'avenir de la distribution de contenu, c'est une distribution. En réalité, c'est une convergence entre ces différentes plateformes, que ce soit les plateformes de télévision ou les plateformes de streaming. Ça converge. Aujourd'hui, vous regardez une chaîne nationale comme TF1 ou France 2, ou France Télévisions plutôt. Elle bascule du modèle télévision pure à une converge vers des plateformes plus particulières. TF1+, ou France TV, sur ces différentes plateformes, elles sont en train de cumuler ces parts de marché, ces parts d'audience, entre ce qui est diffusé en voie hertzienne et elles basculent également sur la partie plateforme de streaming avec toute l'interactivité, etc. Et puis, c'est la 5G, c'est tout ça qui va avec. Et puis, l'IA, évidemment, on y est aussi. L'impact social de ce changement, c'est une expérience de visualisation individuelle, mais aussi un risque d'isolement social. C'est une facilité d'accès à la création, c'est-à-dire qu'on peut créer beaucoup plus facilement et découvrir de nouveaux contenus, ce qu'on ne pouvait pas avant. Ensuite, il y a l'écart d'acceptation entre ces nouvelles technologies et les anciennes. On appellera, sous Chirac, on appelle ça la fracture numérique. Le fossé, aujourd'hui c'est plus qu'un fossé. La fracture, elle s'élargit au fur et à mesure. Et puis, c'est une globalisation culturelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a accès à un contenu international
très facilement. Et puis, l'échange culturel est fatalement accru. Mais avec un risque d'homogénéisation, notamment à cause de l'IA, mais pas que. On voit tous, je schématise, hein, ça va être homogénéisé au fur et à mesure. On va se noyer quelque part dedans. La monétisation et les modèles économiques, télévision traditionnelle, c'est les écrans publicitaires d'une façon linéaire, c'est le sponsoring, c'est les abonnements, quand il y en a. Je pense à Canal+, entre autres. Dans le streaming, on a les abonnements mensuels, les modèles freemium, les publicités ciblées, les microtransactions, enfin bref, il y a un paquet de solutions qui permettent aussi à une production en streaming, une chaîne en streaming, très bien vivre, peut-être pas aussi bien qu'une télévision traditionnelle, mais il y a une convergence qui arrive. L'évolution du rôle des créateurs, on passe du créateur traditionnel qui sont plutôt des grands studios, hein, avec un processus qui est relativement long et coûteux, alors que la plateforme de streaming ou le créateur indépendant, un petit peu comme moi, c'est de l'autoproduction, de la diffusion directe. On peut faire franchement ce qu'on veut. On peut franchement faire ce qu'on veut. Et puis entre les deux, il y a le créateur hybride qui peut aussi bien travailler pour les chaînes professionnelles les chaînes traditionnelles que pour des plateformes de streaming. La mesure d'audience est beaucoup plus complexe évidemment en télévision. On s'appuie sur Nielsen et médiamétrie. Alors qu'en streaming, on sait tout de suite où on en est, le nombre de vues, à quel moment, etc. L'engagement est très limité. Hein, on peut le mesurer à travers les jeux qui nous invitent à téléphoner ou à envoyer un SMS. Alors que l'engagement dans le streaming, c'est les likes, les commentaires, les partages, etc. Bref, tout ça amènera fatalement les publicitaires à aller aussi sur des plateformes de streaming, ce qui est le cas de gens, et puis à y trouver un certain bonheur et des budgets peut-être un peu moins coûteux par rapport à la télévision. En conclusion, le paysage médiatique est en train de muter. Il y a une convergence entre les plateformes de streaming et la télévision. L'innovation, elle, est en continu, que ce soit chez les uns ou les autres, que ce soit dans le contenu, mais aussi dans la méthode. Et puis, le pouvoir du consommateur est quand même devenu très important. Et à partir de là, il reste pas mal d'opportunités pour les uns comme pour les autres à développer peut-être des nouveaux modèles d'émission ou à faire bouger un petit peu les lignes ici et là pour créer une télévision qui va tenir par rapport aux années précédentes. Voilà, c'était tout pour cette première comparaison entre ces deux secteurs. Je vous remets mon site internet dans lequel vous pouvez me joindre. Je suis Brian Bosch, je suis consultant. Je donne des formations et du conseil pour entreprises et collectivités locales. En suivant les QR codes, vous arrivez également sur mon site internet, qui est aussi une plateforme de blog, entre autres, dans laquelle je relate ce qui me paraît important sur le domaine de l'audiovisuel, sur le streaming, sur le broadcast et toute la technologie qui entoure l'univers de la télévision. Voilà, je vous dis à très vite et puis n'hésitez pas à me contacter, à commenter, à suivre la chaîne Web TV Pro. À bientôt.